et bienvenue au Club, une émission préparée par toute la belle équipe. Henri Leblanc, Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez, Didier Pinault et Sébastien Thème, mon complice tous les jours à l'antenne, avec Thomas Beau à la réalisation et la précieuse Théa Corler et la très digitale Zora Vignier et notre monsieur communauté Alexandre Alaïbegovic. Né à Alger il y a 35 ans, pensionnaire de la Villa Médicis à Rome l'an dernier, Kauter Hadimi vit aujourd'hui en grande partie en France. Déjà 3 romans au seuil, Des pierres dans ma poche, puis nos richesses qu'il a vraiment fait connaître, prix Renaudot des lycéens. Il y a 2 ans, Les Petits de décembre, pour laquelle on la recevait ici à France Culture. Dans son nouveau roman, Au vent mauvais, Kauter Hadimi retrace les trajectoires croisées d'une femme, Leïla, et de 2 hommes, Tarek et Saïd, tous 3 nés dans le même petit hameau d'El Zara, dans l'Algérie des années 20. Bonjour Kauter Hadimi. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous en ce beau vendredi. Vous dédiez ce roman à mes grands-parents. Derrière le couple Leïla, Tarek, il y a leur histoire, leur visage, leur voix. Il y a en tout cas une inspiration d'eux. Alors ensuite, j'ai énormément brodé. C'est un roman, donc il y a beaucoup de fiction dans cette histoire-là. Mais il y a une histoire familiale, en effet, qui est devenue au fur et à mesure du temps presque une anecdote de soirée qu'on raconte en disant « Savais-tu que mes grands-parents avaient été, malgré eux, le sujet d'un livre, les héros, les personnages d'un livre ?» Vraiment malgré eux. Et cette histoire, je l'ai vraiment découverte par hasard. J'étais à l'université d'Alger et on nous avait conseillé un roman à lire. Et je le lis, je dis « Ah, c'est comme c'est étonnant, c'est le personnage féminin a le même prénom que ma grand-mère. » Puis, c'est comme c'est étonnant, un des personnages a le même prénom que mon grand-père. Ah, c'est étonnant, ça se passe dans le même petit village que mes grands-parents, qui est vraiment un tout petit village. Et à partir de là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de coïncidence, ni de hasard, et qu'il y avait une histoire derrière l'histoire. Alors, je ne vais pas tout raconter dans le roman. Après, moi, j'ai vraiment choisi d'en faire une fiction, de raconter un roman, de retracer des parcours de personnages qui étaient à moitié inventés, à moitié inspirés de la réalité. Donc tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux. Et puis au fond, ce n'est pas très important ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors ce fameux livre qui raconte, malgré eux, comme vous dites, la vie de vos grands-parents, il sort en 1972, dans votre roman en tout cas. Est-ce qu'il a un titre ? Je ne crois pas que vous le citez. Non. Vous ne citez pas non plus l'auteur Alors, en fait, du roman original. J'ai fait le choix de ne pas citer le titre, de ne pas citer le nom de l'auteur, et puis de changer les prénoms. Pour justement ne pas recréer la même histoire, c'est-à-dire de laisser les gens vivre leur vie tranquillement, de ne pas utiliser la vie des personnes sans leur consentement ou même avec leur consentement. Moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup, à vrai dire, de jeter à la face du monde le nom d'un écrivain, le titre d'un livre, etc. J'ai même changé le nom du village. J'ai fait ce choix-là parce que j'avais aussi envie d'avoir beaucoup de liberté dans l'écriture de ce roman-là. Utiliser les mêmes prénoms, si j'avais gardé les mêmes prénoms que ceux de mes grands-parents, ou le même prénom et le même nom de cet écrivain-là, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça aurait restreint mon imaginaire, mon imagination, mon écriture. Et j'avais vraiment envie de pouvoir emmener mes personnages où je le souhaitais, aussi loin que possible. Et c'est ce que permet la fiction. Et je me suis vraiment beaucoup amusée à imaginer des situations, imaginer des histoires, travailler ce récit-là. Voilà. Mais pourquoi il y a une histoire chargée autour de ce premier roman ? Quelle est la blessure qu'il a créée ? Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, c'est un premier roman dans l'histoire de la littérature algérienne. En tout cas, dans le roman que j'ai écrit, c'est ainsi. C'est le premier roman de langue arabe dans un pays qui souhaite s'arabiser, qui souhaite s'éloigner le plus possible dans les années, en tout cas, 60-70. On est au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Donc, on essaie de s'éloigner de la France. On essaie aussi de s'éloigner de la langue française. Et ce premier roman de langue arabe, il fait date donc, dans le pays. Il est extrêmement soutenu par tous ceux qui défendent la langue arabe. Donc il a énormément de résonance dans le pays, on en parle partout, et on parle beaucoup du coup de cette histoire-là, d'une jeune femme et d'un jeune garçon, d'une jeune femme donc, qui a le même prénom que le personnage de mon roman, Leïla, et l'écrivain raconte Leïla, raconte le corps de Leïla, décrit ce corps, raconte le village d'où elle vient, donne le nom du village, raconte l'histoire de la famille de Leïla. Et tout ça est vraiment dit de manière
assez... Leïla elle-même ne lit pas le roman, donc ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ce roman-là. Tout ça est par vous dire. Et donc en fait, la rumeur part de la ville d'Alger, où le roman est publié, où le roman sort. Et donc il y a une grande sortie du roman dans la capitale, et arrive jusqu'au village. Et dans le village, toutes les femmes, tous les hommes parlent de ce roman-là. Et Leïla découvre que... on lui a volé son identité, qu'un écrivain qu'elle connaît, qu'elle a connu, il y a toute une histoire autour, que cet homme qu'elle a connu, qui vient lui-même de ce village, a pris son identité, pris l'identité de son mari, Tarek, et s'en est inspiré pour créer des personnages. Et pour elle, c'est une violence épouvantable. C'est un vol et c'est presque un viol aussi, avec des mots. Un vol est un viol pour Leïla. Parce qu'elle a le sentiment que désormais, elle ne s'appartient plus, qu'elle n'existe plus. C'est un effacement pour elle, c'est aussi un effacement pour Tarek. C'est-à-dire que pour eux, cet écrivain, par une espèce de magie, parce que c'est un peu comme ça qu'ils le perçoivent, eux viennent de très loin de cet univers. Ils viennent vraiment pas d'un univers lettré. Ils ont une histoire de vie très dure. Ils sont plutôt d'une famille pauvre. Leïla a appris à lire toute seule. Parce qu'elle a vu ses enfants apprendre à lire et elle a regardé, enfin elle a appris l'alphabet de cette façon-là. Tarek a appris à lire et à écrire parce qu'il a eu une histoire de vie faite de rebondissements, parce qu'il a fait la Seconde Guerre mondiale, il a appris le français, il a appris l'allemand, etc. Mais c'est des gens qui sont très éloignés des écrivains, de l'art, etc. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment des mots, comment un roman peut les avoir enfermés, peut avoir créé un tel séisme dans leur univers. Et donc, elle a le sentiment qu'elle n'est plus Leïla. Qu'en l'ayant décrite de la façon dont il l'a décrite, en ayant décrit ses cheveux, en ayant décrit son corps, en ayant décrit peut-être même son parfum, il lui a tout volé. Il lui a volé son corps, il lui a volé son identité. Elle ne s'appartient plus, elle doit tout changer. Et donc, elle décide de fuir. Voilà, et celui qui a écrit était un ami de Tarek. C'est quelqu'un qui se présente comme féministe. Voilà, qui a grandi avec eux. Et pour qui Tarek, le mari de Leïla, a une admiration folle, débordante. C'est son frère, voilà. C'est plus que son meilleur ami, c'est son frère. C'est quelqu'un qui l'aime, c'est quelqu'un qui lui manque, parce que cet ami disparaît régulièrement, il est là, il n'est plus là. Puis c'est quelqu'un d'assez fantasque, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu un peu plus aisé, qui a fait des études supérieures, c'est quelqu'un qui pousse aussi Tarek à vivre sa vie de manière un peu plus grande, parce que Tarek au début n'aspire qu'à une chose, être berger, et a un peu l'espoir aussi d'épouser un jour Leïla, dont il est amoureux depuis toujours. Oui, c'est le personnage d'un écrivain qui est drôle, qui est fantasque, qui apporte une forme de légèreté à Tarek. Tarek n'a aucune vie dans un milieu. Sa mère est très pauvre, il n'a pas connu son père, donc Tarek lui apparaît comme cet être un peu lumineux. Et quand ce roman paraît, quand Tarek et Leïla comprennent ce qui s'est passé, c'est-à-dire que cet ami a fait d'eux des prisonniers, qui les a effacés, qui les a supprimés, c'est vraiment un bouleversement pour Tarek, c'est une rupture amicale extrêmement forte, et c'est un drame pour Leïla qui, pour elle, vraiment, pour moi, c'était ça, c'était de l'effacement. Elle n'existe plus. Et donc le couple décide de partir, de fuir ce village-là, où il n'avait aucune possibilité de se cacher, puisque tout le monde se connaît, c'est vraiment un tout petit village, et rejoindre la ville, rejoindre la capitale, où il se cache dans la ville pendant plusieurs années. Oui, c'est cette impudeur que Leïla ne supportera pas, ce vol de sa vie dans un monde tout petit, très clos, notamment celui de ce village où elle vit, où elle a grandi, où elle a été mariée jeune de force, où elle a eu un enfant qui se retrouve raconté, révélé, alors que le regard de cet écrivain est quand même très amoureux sur cette femme, même s'il en espérait beaucoup plus, là encore. Il voulait, dit-il, sous-entend-il, tirer le destin vers le haut de ces deux personnages. Il voulait sauver Leïla. Il voulait sauver Leïla d'une trajectoire et d'un destin qu'il considérait être trop petit pour elle. Il voulait que Leïla aille en ville, que Leïla ne se remarie pas. Il voulait sauver Leïla malgré elle. C'est un discours très féministe qu'il essaye de poser, cet écrivain, sur Leïla. Mais c'est en essayant de poser un discours féministe, il fait tout à fait le contraire, puisqu'il empêche, en tout cas, il ne donne pas à Leïla l'occasion de vivre sa propre vie. Et puis,
il a un côté extrêmement paternaliste sur Leïla. Du coup, il a un regard extrêmement paternaliste sur Leïla, puisqu'il considère que les choix qu'elle fait ne sont pas bons pour elle et que lui, homme, c'est mieux que elle, femme, ce qu'il faut faire pour être une femme libre. Or, justement, Leïla, c'est ça qui est fascinant, c'est une vraie figure de l'émancipation. Totalement. C'est une figure de femme forte. Elle ne subit pas, vous venez de le dire, elle choisit. Elle choisit sa vie. Alors, il n'est peut-être pas d'accord avec ses choix, il espérait peut-être mieux pour elle, il pensait pouvoir être son sauveur, mais finalement, toute sa vie est une réplique à ça, et elle lui montre qu'elle a fait ses choix et elle a eu la vie qu'elle voulait avoir, et notamment en apprenant à écrire Et c'est une fille, et en puis cachette. et dès son enfance, puisqu'elle s'enfuit, elle essaye de rejoindre les garçons parce qu'elle veut jouer avec les garçons, donc elle quitte la maison de ses parents, enfin elle s'enfuit par la fenêtre tous les soirs et son père est obligé de condamner la fenêtre. Et quand on la marie de force, ce qui est quand même extrêmement violent parce qu'elle est mariée très très jeune, elle finit par quitter son mari et en emportant son gamin sous le bras. Et ça, c'est un événement radical. C'est très très fort parce qu'on est dans une époque et dans une période et dans un pays qui n'accepte pas que les femmes puissent choisir leur trajectoire. Et une femme qui quitte son mari avec un enfant, ça ne se passe pas, ça ne se fait pas. Et tout le village va d'ailleurs l'ostraciser complètement, en dehors de Tarek et de Saïd, évidemment. À la toute fin de ce nouveau roman, Au vent mauvais, Kawther Adimi, vous laissez entendre qu'en écrivant Nos richesses, l'avant-dernier roman paru en 2017 de mémoire, vous pensiez déjà à cet autre livre qui imagine une autre histoire et qui est, écrivez-vous, l'exact contraire de l'aventure d'Edmond Charlot, l'éditeur libraire d'Alger auquel vous rendiez hommage dans Nos richesses. L'exact contraire de l'aventure d'Edmond Charlot, car si la littérature peut sauver, elle peut aussi être un vent mauvais, dites-vous. Alors, elle est un vent mauvais pour les personnages de Leïla et Tarek parce qu'ils se retrouvent emprisonnés par un écrivain. Mais j'avais envie de poser cette question de la responsabilité de l'artiste. Quand je suis arrivée à Rome, à la Villa Médicis, il y a un an, c'est la question que j'ai adressée aux autres pensionnaires, parce qu'on était, on était en tout 16 artistes, plasticiens, écrivains, scénaristes, etc. Vous avez créé un vrai club de lecture, vous aussi un book club au sein de la Villa Médicis. J'ai posé une question en me disant, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, nous, artistes? Est-ce qu'on peut user de la réalité comme on le souhaite? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la vie des autres comme on le veut? Ou est-ce qu'on a finalement une responsabilité dans ce qu'on fait? Et c'est en ça que la littérature peut être un vent mauvais dans ce roman-là. C'est aussi ce que dit Leïla au milieu du roman. Il y a une rupture dans la structure du livre, puisque la première partie de Vent mauvais, c'est l'histoire de Tarek, la deuxième partie, c'est Leïla, mais au cœur du roman, au milieu, il y a un chapitre qui est la parole de Leïla. Leïla prend la parole et dit sa vérité, et elle dit, et elle pose cette question-là elle-même, avec ses mots, en disant comment il est possible qu'un artiste, c'est-à-dire un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui va juste mettre des mots sur une feuille blanche, puisse nous faire autant de mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Rien du tout. On ne peut rien faire contre ces gens-là. Et moi, j'avais envie de poser cette question-là parce que c'est une question qui a été assez importante dans ma famille, qui a été une question que moi, je me suis vraiment beaucoup posée ces 15 dernières années autour de cette histoire-là, en me disant, mais à la fois en tant qu'artiste, j'ai envie de me dire libre de faire ce que je veux, de raconter ce que je veux, de créer comme j'ai envie. Je n'ai pas envie qu'on me restreigne d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, en tant qu'individu, je me dis, tout de même, il doit y avoir une limite sur la fiction et sur la non-fiction. Et j'avais souvenir je crois que c'est Emmanuel Carrère qui racontait ça dans un discours ou dans un texte qu'il avait écrit et qui disait, dès lors que vous utilisez la vie des gens, et lui, il en sait quelque chose, dès lors que je disais la vie des gens, vous avez une responsabilité obligatoire à l'égard de ces gens. Et dès lors qu'ils se reconnaissent, vous êtes obligé de faire avec. Dans l'histoire de Vent mauvais, non seulement Leïla et Tarek se reconnaissent, mais il y a une volonté de la part de l'auteur qu'on les reconnaisse. C'est pas simplement de se reconnaître, mais aussi que tout le monde sache que c'est eux. Puisqu'on donne leur adresse, puisqu'on donne leur nom, leur prénom, on donne leur généalogie, on les décrit physiquement. Et à partir de là, c'est un vent mauvais qui emporte Leïla et Tarek. Oui, dans une époque et dans un pays où on n'a pas l'habitude de lire des livres d'autofiction en permanence et où tout le monde ne se raconte pas et où on ne raconte pas toute la vie des gens. Non, c'est pas la même époque. Dans une époque où on ne dit même pas le prénom des femmes. Quand on va demander, ou on veut demander à quelqu'un, je le raconte dans le roman, quand on questionne Tarek sur sa femme, on ne dit pas comment va Leïla, on dit comment va la maison.
puisque la femme est associée à la maison, à un intérêt, etc. Donc tout est violence pour Leïla et Tarek. Après, ce que j'avais surtout envie, c'est effectivement, pour Edmond Charlot, la littérature est une boussole, c'est ce qui le sauve, entre guillemets, ça va être son quotidien, c'est faire des livres, rencontrer des écrivains. Voilà, l'éditeur de publier, nos etc. richesses. Ouais. Exactement. Dans Au vent mauvais, la littérature, c'est ce qui va mener Leïla et Tarek vers la perte. Ils vont vraiment vivre, à partir de la publication de ce roman-là, ils vont vivre enfermés pendant plusieurs années, très longtemps d'ailleurs. Voilà, elle vivra vraiment dans la honte, avec la peur d'être reconnue. Puis ce roman, du coup, va avoir un succès fou, parce qu'il est adapté au cinéma, donc ça recrée... Enfin, c'est comme si on remettait une pièce dans la machine pour Leïla, ça recrée un deuxième enfermement, parce qu'elle est persuadée qu'on va la reconnaître dans ce film-là. Ensuite, elle est rassurée, parce que l'actrice ne lui ressemble pas, etc. Alors, 2 petites questions courtes. Vous dites, Kawther Hadimi, que vous en avez discuté avec les autres pensionnaires de la villa. Quel a été le résultat des votes ? Ça a été très... ça a été un long débat, à vrai dire. Ce sujet-là a été un long débat, parce que on a tous envie, en tant qu'artiste, vraiment, c'est ce que je disais, de créer sans aucune limite. Mais moi, j'avais d'ailleurs, vous savez, j'ai beaucoup évolué sur cette question-là tout au long de ma résidence à Rome, parce qu'au début, j'avais gardé les mêmes prénoms pour Leïla et Tarek, et le même nom du village. J'avais changé seulement le nom de l'écrivain. Et on m'a dit, mais c'est d'une violence infinie, c'est-à-dire que tu recrées la même chose et tu ne sauves que l'écrivain. Voilà, et c'est exactement ce que j'avais envie de vous dire, parce qu'au tout début, lors de votre première réponse, vous dites, vous disiez, vous avez dédié ce roman à vos grands-parents, et vous me dites, oui, j'ai brodé avec leur vie, j'ai brodé autour de leur vie. Donc finalement, vous faites aussi un peu ce que Saïd a fait, à votre manière. Alors non, parce que d'abord, je ne donne pas leur prénom ni le nom du village. On n'est plus du tout dans les mêmes périodes. Et surtout, par broder, j'entends que j'ai pris des grandes périodes. C'est-à-dire que mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a rien d'étonnant ou d'incroyable, parce qu'il est né dans les années 20, ce qui n'est pas non plus étonnant ou incroyable. Et comme beaucoup d'Algériens qui avaient 18 ans à cette période-là, il a été embarqué dans un camion et il est allé sur le front. Donc j'ai plus brodé là-dessus, c'est-à-dire sur vraiment des périodes, et j'ai plus utilisé ça. Je n'ai pas utilisé des histoires personnelles qui m'auraient été racontées, ou des histoires de vie, comme le fait l'auteur dans ce roman-là. Alors c'est quand même un peu une littérature vengeresse, ou qui tend à leur rendre justice. On sent que vous les aimez passionnément, que vous les admiriez, Tarek et Leïla. Et d'ailleurs, vous leur prêtez aussi vos mots, ces fameux mots qui ont toujours manqué à Tarek, le double de votre grand-père, Tarek le berger, devenu ouvrier dans les usines françaises, qui s'est battu pour la France aussi. J'ai été nourri dans le silence, j'ai pleuré dans le silence, j'ai ri dans le silence. Qu'est-ce que les mots, et à qui appartiennent-ils ? Ce sont les mots que vous mettez dans sa bouche, vous, la romancière Kawther Hadimi, aujourd'hui, et qu'il va lui enregistrer sur son magnétophone. Alors, je suis pas très à l'aise avec le côté vengeresse. Enfin, en tout cas, non, c'est vraiment pas le sujet pour moi du roman. Je pense que arrivé à un siècle, il y a plus de vengeance. Enfin, mes grands-parents, on s'entend, quoi. Donc, on est vraiment pas là-dessus. Non, moi, je trouvais que c'était une question importante pour toute personne qui écrit ou toute personne qui lit sur ce pouvoir de la littérature. Y aurait-il un pouvoir de la littérature ? Y a-t-il comme une magie blanche et une magie noire ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce qui se passe quand on l'utilise justement d'une façon peut-être un peu... parce que moi, Saïd, en plus, je l'ai vraiment effleuré tout au long du roman. Je n'ai pas voulu en faire un personnage au même titre que Tarek Leïla. Il est là, il s'absente, il plane sur le couple, il revient, mais il revient de manière vraiment très fugace, très rapide, etc. Mais je n'ai pas eu envie, je n'étais pas vraiment, pas du tout même, dans une idée de vengeance de mes grands-parents, plutôt dommage. Je préfère ce mot-là, dommage, et pas tant d'ailleurs à leur histoire de vie ou à leur parcours, mais à ce qu'ils ont été, c'est-à-dire des personnages de papier à un moment donné, qui a nié totalement ce qu'ils auraient pu être, c'est-à-dire c'est pas non plus un roman avec un parcours, etc. Il raconte vraiment un moment très court de Tarek et Leïla. Et moi, j'ai eu envie de leur donner plus d'ampleur, plus de possibilités, de les incarner aussi sur un siècle qui est le XXe siècle, un siècle extrêmement mouvementé en Algérie, avec la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre d'Algérie, et puis avec le terrorisme des années 90, qui est un moment très important, un moment clé du roman, parce que c'est le moment où, par peur de la montée de l'islamisme, par peur de l'extrémisme en Algérie, ils décident qu'Alger n'est plus sûr et ils décident de revenir dans le village avec cette peur qu'on les reconnaisse, mais le village a été abandonné, il n'y a plus personne, et ils reviennent se cacher. Et c'est le troisième effacement qu'ils vivent, après l'effacement de la guerre, l'effacement de la littérature, c'est le troisième effacement, puisqu'ils doivent de nouveau fuir
leur ville et se cacher dans cette maison qu'ils avaient quittée dans des conditions assez difficiles, par peur d'être tués, avec l'espoir que Boudiaf, qui arrive au pouvoir, va les sauver, mais il est abattu. Et cette attente, cette peur, et en plus jumelée à une autre attente, c'est la mort de Saïd qui est en train de mourir dans un hôpital. Ils le savent, ils l'ont appris par des journalistes, par la presse. Et c'est un été interminable, l'été de la montée de l'islamisme en Algérie. Le dernier été avant la bascule, l'été où on se dit encore que c'est possible de s'en sortir. Et puis on comprend qu'en fait, on est parti sur quelque chose qui va être très long, qui va être épouvantable, qui va être une guerre. Et l'été qui, pour eux, aussi l'été de la fin d'une histoire, la fin d'un écrivain, la fin d'un ami qui est en train de mourir. Et avec tout ce que ça peut être comme émotion très contradictoire. Parce que Saïd reste le meilleur ami de Tarek, malgré tout ce qui s'est passé. À travers leur histoire, c'est aussi une fresque, une saga sur près d'un siècle de l'histoire de l'Algérie, à travers cet engagement, enrôlement de Tarek. C'est la Seconde Guerre mondiale et les Algériens mobilisés pour défendre la France, la colonisation, la lutte pour l'indépendance. Et puis, ce sont tous ces silences, puisque Tarek, de cette guerre-là et de toutes ces guerres intimes et historiques qu'il a vécues, il ne dira rien. Kauter Adimi, vous êtes notre invité à l'occasion de la parution d'Au vent mauvais, votre nouveau roman Au Seuil, France Culture, il est 12h23. France Culture, bienvenue au club. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en 3 pièces gris et BMW? La monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque. Pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dit les chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, je lui passe sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Je peux rien faire, spectateur du désespoir. Je peux rien faire, je peux rien faire, spectateur du désespoir. La vie de rêve, la vie de rêve. Ayam qui revisite l'album L'école du micro d'argent paru en 97 avec ce titre qu'on vient d'entendre. Ayam sera en concert ce soir à Arles le 8 septembre, à Nice et le 10 septembre à Auberive. Il y a concert. Avec nous, des concerts avec Ayam, où vous serez peut-être d'ailleurs Kauter Adimi. C'est mon tout premier votre concert, premier Ayam, concert, en 93 ou 94, juste avant de rentrer en Algérie. Mais juste avant la parution de cet album, alors. Il était où? Vous les à avez Grenoble. Vus où? À Grenoble. Oui, je suis, Vous avez vécu en 94. Mais vous étiez très très jeune à Grenoble. 8 ans. On vous amenait au concert d'Ayam. Mais c'était comme une espèce de fête de quartier, ou je ne sais plus. Et donc, premier concert, Ayam. Et qui vous emmenait au concert d'Ayam? Mais je crois qu'on était vraiment avec mes parents, mes frères, et il y avait une espèce de fête de village ou de quartier, pardon. Et Ayam donnait un concert, mais presque peut-être avec la maison, avec la maison des jeunes ou quelque chose comme ça. La France et l'Algérie viennent d'annoncer, Kauter Adimi, la réunion d'une commission d'historiens. Est-ce que le roman n'aurait pas remplacé les historiens, jusqu'ici en tout cas, pour écrire cette histoire commune ou cette histoire partagée entre les deux pays? Moi, je n'ai pas du tout cette façon de dire les choses, je trouve, parce que je pense qu'il n'y a aucun écrivain algérien qui se dit « je vais faire l'Algérie pour les nuls » ou un roman pour
pour combler les trous. Moi, je me sens écrivaine avant de me sentir écrivaine algérienne. En tout cas, j'écris comme tout écrivain écrit. Si ça permet de réfléchir sur cette question-là, tant mieux. C'est pas ma première vocation en tant qu'écrivain. Ce n'est vraiment pas de pousser les Français à réfléchir sur la guerre d'Algérie, pas plus que de pousser les Algériens à réfléchir sur la guerre d'Algérie. Alors, je peux peut-être reformuler. Pardon. Vous d'où Non, votre réponse est très bien, mais vous, d'où écrivez-vous ou pour qui écrivez-vous? Moi, j'écris vraiment pour tout le monde et j'écris. Ça me fait du bien cette année à Rome parce que j'ai écrit de Rome et ça m'a éloignée et de la France et de l'Algérie, c'est pas mal. Mais pas tant que ça, puisque ça vous y a ramené à travers ce livre, Au vent mauvais, que vous avez écrit en partie là-bas. Non, mais je veux dire, j'écris géographiquement, je peux écrire de partout. Je reformule du coup ma réponse, mais je peux écrire de partout. Ça a été une vraie question. Hein. Quand je suis arrivée en France, il y a une dizaine d'années, je m'étais vraiment posé cette question-là. D'ailleurs, mon premier roman est sorti en 2010. Le deuxième est sorti en 2016. J'ai vraiment eu beaucoup de mal ensuite à réécrire parce que je me disais, est-ce que je peux toujours écrire sur l'Algérie en vivant en France ? Parce que pendant longtemps, moi-même, lorsque j'habitais en Algérie, j'étais algérienne, je voyais des écrivains écrire sur l'Algérie depuis ailleurs et ils écrivaient sur une Algérie qui ne me correspondait pas, que je ne comprenais pas. Et j'avais un peu peur donc de devenir ça, un écrivain qui écrit de loin et qui ne peut plus parler aux Algériens. Ça a été un vrai travail, une vraie réflexion et j'en ai fait vraiment le deuil de cette nécessité d'être géographiquement présente, d'autant que j'y vais très souvent, mes parents habitent là-bas, mes frères sont là-bas, mes amis sont là-bas. Mais je me suis vraiment donné cette liberté d'écrire d'où je voulais et sur ce que je voulais. J'ai beaucoup écrit sur l'Algérie parce que c'est ce que je connais le mieux. Parce que même si j'habite depuis 10 ans en Europe, j'avais 36 ans, donc ça fait quand même beaucoup d'années en Algérie, parce qu'il y a eu des histoires que j'avais envie de raconter, et puis des histoires qui d'ailleurs ne me semblent pas être uniquement algériennes. Cette histoire de Layla et Tarek, elle aurait pu se passer à vrai dire n'importe où. L'Algérie habille ce roman, c'est un contexte historique, c'est une histoire aussi folle parce que c'est l'Algérie du XXe siècle, et qu'il se passe plein de choses, des guerres, des mouvements, etc. Mais l'histoire d'un écrivain qui raconte la vie de deux personnes réelles, elle peut se passer absolument partout dans le monde. Donc ça reste une histoire assez universelle. Voilà, et à noter que vos deux premiers romans ont d'abord été publiés en Algérie par les éditions Barzac, dont Les Ballerines de Papicha, votre premier roman paru en 2010. Vous aviez à peine 22, 23 ans. Et qui sort chez Point de nouveau aujourd'hui. Voilà, et qui avait été publié ensuite chez Actes Sud. Après, vous avez rejoint la Maison Seuil et je ne savais pas, Les Ballerines de Papicha ressort actuellement. Il y a des très belles pages aussi dans ce roman, Au vent mauvais, que je vous invite vraiment à lire et qui paraît au Seuil en cette rentrée. Des très belles pages aussi sur la part italienne ou les années italiennes de Tarek, votre grand-père, et puis sur le tournage aussi de la bataille d'Alger par Pontecorvo que vous racontez et sur lequel le personnage de Tarek était technicien, monteur de décor et chauffeur. On peut revoir peut-être ces images autrement après avoir lu votre roman. Merci beaucoup Kauter Adini. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous pour la deuxième partie de Bienvenue au Club.